On aura d'autant plus le temps que je vais répéter beaucoup de choses qui ont été dites, malheureusement. Et donc je crois que je vais écourter ma présentation pour qu'il y ait plus de discussions interactives sur un sujet quand même qui émerge et qui devient très important pour nos patients qui ont été hospitalisés dans nos services de réanimation. Alors, on l'a déjà dit, les complications de la réanimation existent, elles sont fonctionnelles et sans doute les neuromyopathies acquises en réanimation sont les principales pourvoyeuses. Les troubles psychologiques, l'anxiété, la dépression, le syndrome post-traumatique, indéniablement, des troubles cognitifs affectant spécifiquement la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. Et bien sûr, elles sont déterminées par la pathologie de réanimation et aussi le terrain. Et on verra que s'occuper des suites de la pathologie de réanimation, c'est aussi s'occuper de pathologies parfois chroniques qui ne sont pas de notre spécialité. Et puis, bien sûr, il y a un impact indéniable socio-professionnel et sur la qualité de vie. Alors je crois qu'il y a réellement changement, on assiste à un changement paradigmatique. Déjà, on voit bien qu'on a mis en évidence ce syndrome de post-réanimation qui va impliquer des modifications organisationnelles, qui va impliquer aussi des modifications sans doute en termes d'admission, de sélection de patients, etc. Donc on en parlera. Et le changement paradigmatique, on l'a vu au sein de la recherche. Au début, moi je me souviens quand j'avais commencé à faire de la recherche clinique, le suivi à long terme des patients n'était pas du tout intégré comme critère de jugement secondaire. Et on voit maintenant que c'est devenu un enjeu de la recherche. Et puis en termes d'organisation hospitalière, on voit que les services de réanimation sont de plus en plus ouverts sur cette thématique. On est de plus en plus pluridisciplinaire dans la prise en charge de ces patients. Et puis vient de se développer ces services de soins de réanimation, de rééducation post-réanimation. Alors pour les séquelles, je vais faire un très rapide tableau, mais il avait déjà été fait par Dominique, que les principales séquelles fonctionnelles sont liées à la paralysie acquise en réanimation. Et sur une étude que l'on avait faite avec Bernard de Jong, vous voyez que jusqu'à 6 mois, que 50% des patients qui sortaient de réanimation et qui avaient développé une neuromyopathie acquise en réanimation récupéraient intégratum leur force physique. Et vous voyez, le taux de réadmission de ces patients-là, c'est aussi une question qui va se poser dans le suivi de ces patients, était absolument important. Plus de 40% de ces patients étaient réadmis, réhospitalisés et parfois en réanimation. Dominique a bien montré par les études de Margaret Edridge que les patients qui ont été hospitalisés pour un RDS vont avoir des séquelles fonctionnelles très importantes, avec une diminution du périmètre de marche importante, avec une récupération qu'on voit lente au cours du temps et des séquelles encore fonctionnelles à 5 ans dans une étude plus récente qui a été publiée par Margaret Edridge. Et puis une étude encore récente montre vraiment que cet impact physique perdure et sur des paramètres physiologiques, on peut récupérer une force tout à fait normale et avoir des séquelles fonctionnelles, être fatigable, etc. Et bien sûr s'intriquent à ce déficit fonctionnel des troubles cognitifs que je décrirai. Et puis il y a eu cette étude assez retentissante quand même publiée par Pandariban dans le New England Journal of Medicine qui montre que les patients à 3 à 6 mois et 1 an vont développer des troubles cognitifs de l'intensité d'un traumatisme crânien ou d'une modérée ou d'une maladie d'Alzheimer, avec un rapport au moins, pas sûr de causalité, mais au moins une association entre la détresse neurologique aiguë ou le délirium, si l'on veut, survenant au cours de la réanimation et l'intensité de ces troubles cognitifs à long terme. Il semble que les patients, si on pouvait sélectionner les patients plus à risque de développer ce trouble cognitif, seraient peut-être les patients sceptiques, comme avait montré cette étude d'Iwashina dans le JAMA. Alors ce qui est intéressant aussi, quand on voit, et on en parlera dans l'organisation des suivis, il semble quand même qu'une partie de ces troubles cognitifs ne soit pas fixe et qu'il y ait une récupération au cours du temps. Alors là, il y a deux choses, c'est qu'on voit bien que il faudrait qu'on décide la temporalité de l'action post-réanimation, et puis on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont fixées. Est-ce qu'on peut agir sur ce qui est fixé, ou au contraire, il faut agir sur ce qui est encore plastique, modulable? Mais ça, c'est une question aussi importante. Et bien sûr, ce n'est pas que les patients de réanimation qui ont des troubles cognitifs, mais le post-opératoire, et on sait que les troubles cognitifs post-opératoires sont devenus maintenant un enjeu de nos collègues anesthésistes. Alors, à ces troubles cognitifs s'associent les troubles psychologiques qui ont été décrits par Maïté. Il s'agit de la dépression, du stress post-traumatique et de l'anxiété avec des incidences très variables, et notamment pour le PTSD. Certaines études montraient quand même des taux, une prévalence absolument majeure, et d'autres études montrent qu'elle est beaucoup plus faible, parfois inférieure à 5% dans la population post-réanimation. Et pour ce qui est de la dépression et de l'anxiété, ça varie entre 30 et 60%.
Les faux souvenirs, Maïté en a parlé longuement. Je crois que c'est une réelle question. Et nous, dans les patients qui reviennent en réanimation, qui reviennent nous voir après leur séjour en réanimation, veulent vraiment savoir ce qui s'est passé. Il y a ce trou noir, ils ont besoin de renseignements et ils ont parfois ces faux souvenirs qui vont combler ce trou noir. Donc si on fait un récapitulatif en termes de prévalence des séquelles, vous voyez, fonctionnels, disons, dans 25% des cas, troubles psychologiques en fonction de leur nature, de 10 à 60% des cas, et les troubles cognitifs, disons, entre 35%. Bien sûr, c'est très variable en fonction de la sévérité de la population étudiée et du type et du terrain, bien sûr. Les troubles cognitifs sont aussi déterminés par la préexistence ou non de troubles neurologiques. Et l'impact socio-professionnel, beaucoup d'études l'ont montré. Vous voyez, il y a un impact réel du séjour en réanimation sur la qualité de vie dans beaucoup de domaines et surtout dans le domaine physique. Là, c'était une étude à 12 mois et c'était évalué par l'échelle connue de SF36. On voit qu'il y a quand même une amélioration au cours du temps quand même de cette qualité de vie. Si on en croit ces données de Margaret Regis en 2003 sur une cohorte de patients à RDS, vous voyez cette amélioration quand même au cours du temps, mais la qualité de vie peut rester réellement impactée. Alors avec, bien sûr, un retentissement sur un certain nombre de fonctions ou de capacités quotidiennes en termes de vie quotidienne, c'est-à-dire de faire ses courses, de pouvoir transporter. Je vais dire très vite. Alors la trajectoire, on voit que si on fait le bilan, c'était une étude très intéressante publiée en 2010 dans un Nature Internal Medicine. Vous voyez qu'à 3 et à 6 mois, quand même des patients, certes, vont récupérer un pourcentage de patients vont récupérer une qualité de vie tout à fait correcte et être complètement indépendants, mais on voit quand même qu'une grosse cohorte de patients vont rester quand même relativement dépendants, voire très dépendants, c'est plus gris, et que le taux, bien sûr, de décès post-réanimation reste pas négligeable, il est, selon les études, aux alentours de 10 et 20%. Aussi, on est là pour améliorer les patients, mais peut-être faire aussi qu'ils survivent plus longtemps. Alors, la complexité de l'intervention, c'est les questions habituelles que l'on se pose. Pourquoi? Donc, ça pose la question, bien sûr, de l'objectif. Et est-ce que l'on vise un mécanisme physiopathologique? Est-ce que l'on vise une fonction? Voilà, je veux améliorer la mémoire, je veux éviter l'anxiété ou la dépression. Ou est-ce qu'il y a un mécanisme particulier que l'on veut cibler qui nous semble être la cause du déficit que l'on veut étudier? Qui? Ça revient à la question de Yves. Est-ce qu'on a une population cible? Est-ce que c'est par rapport à un risque donné? Est-ce que c'est une pathologie donnée, septique ou non, RDS, etc. C'est quand même des questions importantes auxquelles je ne pourrais pas répondre. Quand? Alors là aussi, on voit bien, il y a une temporalité de ces événements, certains qui disparaissent au cours du temps, d'autres qui se constituent au cours du temps. Quand faut-il agir? Le plus précocement possible, peut-être, mais quand on parle avec certains psychologues, ils disent faites attention sur le PTSD, il ne faut pas remettre les patients dans leur contexte traumatique rapidement, donc on voit que tout ça n'est pas si clair. Est-ce qu'il faut faire aussi de manière répétée? C'est aussi compliqué. Et puis comment? On voit là que c'est plusieurs outils. Est-ce qu'il faut convoquer le patient à l'hôpital? Certes, il est content de venir peut-être la première fois, mais les deuxième ou troisième fois, ça peut être difficile. Et puis, ne parlons pas de la prise en charge, etc. Tout ça n'est pas si simple. Téléphonique, oui, c'est bien le téléphone. Est-ce que la téléconsultation va être quelque chose qui va se développer dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut aller à domicile, ce que faisait Margaret Herrich, se déplacer à domicile du patient? Pourquoi pas? Quels intervenants? On voit bien, c'est vrai que si on liste toutes les pathologies, on se dit, voilà, il faudrait des physiothérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des rééducateurs, des réanimateurs, mais aussi toutes les comorbidités qui peuvent être associées et interagir. Il faudrait un certain nombre d'experts ou de spécialistes autour du patient. Et quels outils? Là, on verra que c'est très compliqué. Alors, pour la complexité aussi des parcours, on voit bien que les patients, en fin de compte, de réanimation, ils ne rentrent pas tout de suite à domicile. Ils ont parfois des parcours excessivement complexes et dans lesquels la consultation peut interagir de manière bénéfique ou pas de manière bénéfique. On voit ces allers-retours d'un patient sortant de réanimation vers différents types de catégories de services. Et puis, quand on regarde les études, alors là, c'est la multiplicité des échelles. Alors surtout sur le plan cognitif, autant je crois que sur le plan psychologique ou sur le plan fonctionnel, tout le monde s'accorde à utiliser à peu près les mêmes échelles, mais sur le plan cognitif, il y a une disparité des échelles et des scores qui, alors là,
je laisserai mes collègues mieux répondre à la question, mais c'est quand même quelque chose d'important de savoir quelle est la meilleure batterie de tests qu'il faut utiliser. Là, un article très intéressant qui faisait un peu le point sur les différents scores qu'on peut utiliser dans le suivi post-réanimation en fonction, bien sûr, des troubles que l'on veut étudier, qu'ils soient fonctionnels, psychologiques ou cognitifs. Et puis, il y a la complexité des mécanismes et puis le poids des pathologies et des morbidités préexistantes. Voilà, je suis intéressé de suivre les patients qui développent des troubles cognitifs, mais ils ont un Alzheimer ou ils ont un pré-Alzheimer. On voit bien que moi, réanimateur, je serai un peu démuni quand même dans la prise en charge et le suivi de ces patients. Et la complexité des mécanismes, vous voyez, la neuromyopathie acquise en réanimation, les mécanismes sont ceux-là. Et bien sûr, ils évoluent au cours du temps. Donc agir là-dessus, ce n'est pas si simple. Pour ce qui est des troubles cognitifs à long terme, des patients, par exemple, sceptiques, on voit qu'il y a plusieurs mécanismes. Ça peut être une activation microgliale, ça peut être des accidents vasculaires, ça peut être une dégénérescence axonale, etc. On voit bien qu'agir là-dessus, et c'est compliqué. Et si on veut, et pour pouvoir agir, il faut comprendre, et que là, on a un défaut net de connaissance. Le poids des pathologies préexistantes, ça c'est un travail très intéressant publié dans le Critical Care, qui montre en fin de compte qu'un des principaux déterminants du devenir de ces patients, c'est leur morbidité et leur pathologie, notamment neurologique préexistante, qui impactent durablement leur récupération. Donc, on va agir, bien sûr, quand on parle de récupération. Vous voyez, tout d'un coup, on rentre dans un domaine très particulier de la science fondamentale, qui est la récupération, qui est la plasticité, qui sont les processus de dégénérescence, de vieillissement, processus de fragilité, comme on disait tout à l'heure, et bien sûr aussi de ce rééquilibrage homéostasique, qui va être compliqué parce que tout est un tout. Quand Dominique nous parlait, en fin de compte, qu'il y a d'autres défaillances que simplement neurologiques ou psychocognitives, mais aussi le rein, le poumon, etc. On peut imaginer, mais aussi neuroendocrinienne, on peut imaginer que tout ça interagit et que c'est vraiment un rééquilibrage de l'homéostasie qui est en train de se faire dans le temps. Et je crois qu'on a très peu de données là-dessus. Alors vous voyez, nous on a fait un travail récemment dans le laboratoire pour essayer d'améliorer la régénérescence par exemple musculaire à l'aide de cellules souches en se disant on va pouvoir permettre aux muscles de régénérer. C'est un travail sur la souris. Est-ce que plus tard on aura des thérapeutiques telles que les cellules souches pour améliorer la récupération musculaire fonctionnelle mais voire cognitive? C'est quelque chose de possible. Alors des exemples de suivi. Nombreux ont été donnés par Maïté, je ne vais pas les reprendre. En termes de réhabilitation physique, c'est un peu deux études randomisées ont été faites. Je vous en présente déjà une, voilà, sur un programme débutant en réanimation, puis après en salle, et puis après lors du retour à domicile. Et vous voyez, il n'y a aucun impact sur le devenir fonctionnel. Autre étude aussi randomisée sur une cohorte à peu près de 50 patients dans chaque bras, avec aussi un programme de rééducation et pas du tout d'amélioration, en fait, compte sur un score dit de performance physique. Au cours du temps, les choses sont tout à fait identiques, que l'on fasse ou non une physiothérapie intensive. Alors après la practical study présentée par Maïté, je ne vais pas reprendre, mais ce suivi entre guillemets infirmier post-réanimation qui n'a pas d'impact en fin de compte sur un certain nombre d'éléments, notamment la qualité de vie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis je crois que ça, on attend avec impatience le résultat de cette étude qui est proposée par l'équipe de Wes Ely sur le return study, c'est-à-dire avec une prise en charge très intégrée, très intégrative, à la fois cognitive, fonctionnelle et psychologique. Ils ont montré que ça avait un impact, que c'était faisable, et on attend les résultats de leur essai thérapeutique. Alors je vais finir sur une étude que l'on est en train pas de finaliser, mais bien qu'on aborde la dernière année. Il s'agit d'une étude prospective multicentrique randomisée évaluant l'intérêt d'un suivi systématique plutôt à long terme des patients à la sortie de leur séjour en réanimation. Donc c'est un suivi médico-psychosocial qui engage un médecin de réanimation qui va revoir ses patients, une psychologue et une assistante sociale. Pourquoi l'assistante sociale? Parce qu'on s'était rendu compte en revoyant nos patients qu'en fin de compte, souvent pendant leur séjour en réanimation, ils ne s'étaient pas occupés d'un certain nombre de problèmes sociaux, etc. Et que ça nous semblait être quand même une donnée très importante à prendre en compte. Et le suivi commence dès la sortie de réanimation avec une évaluation médico-psychosociale à la sortie, et puis à 3 à 6 mois et 1 an.
le critère de jugement et la qualité de vie, le ROCOL à 12 mois, et puis un certain nombre d'autres critères de jugement secondaires assez classiques en termes d'état fonctionnel, de troubles psychologiques et aussi de troubles cognitifs. Voilà, donc il y a deux groupes, un groupe contrôle où les patients ne sont pas vus pendant un an, ils sont évalués à la sortie pour s'assurer qu'en fin de compte ils soient comparables au groupe suivi, et puis on ne les revoit qu'à un an, et le critère de jugement est recueilli bien sûr par téléphone, il s'agit de l'Eurocol 5D. Et puis alors pour les patients dans le groupe interventionnel, ils sont revus à 3 mois, 6 mois et 1 an, le 6 mois étant plus ou moins facultatif, mais en pratique on les revoit systématiquement à cette période-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est une évaluation médicale, donc qui est standardisée, mais bien sûr on laisse au médecin de pouvoir faire des choses en dehors des échelles qu'il doit remplir, notamment sur la présence d'une neuromyopathie acquise en réanimation, sur les douleurs, etc. Et sur un examen général à la recherche de comorbidité. Il y a une évaluation psychologique à la recherche d'un syndrome anxio-dépressif, mais aussi un syndrome post-traumatique, et puis une évaluation sociale. Et on envoie aussi un courrier au médecin traitant, parce que le but de cette étude était de se mettre d'interagir avec le médecin traitant pour améliorer la prise en charge du patient. Voilà, donc les 10 centres participent, je les remercie. Il s'agit de la réanimation médicale de Bichard, de Chartres, de Cochin, de Dijon, d'Étampes, de Grenoble, Lariboisière, Limourier, Raymond-Poincaré bien sûr, et Saint-Louis. Donc je remercie tous les investigateurs. Nous sommes à 300 patients, plus de 300 maintenant, patients sur 600 patients inclus. Il y a eu un retard d'inclusion mais qu'on est en train de rattraper. Jusqu'à présent, on a moins de perdus de vue. Alors c'est vrai que peu de perdus de vue sur le critère de jugement principal, moins que ce que l'on pensait. Et en termes d'assiduité de retour en consultation, c'est très bien à 3 mois, 6 mois, plus difficile à 12 mois. Les patients disent, bon, là c'est bon, à 3 mois, ils avaient besoin de renseignements. À 12 mois, ils ont l'impression quand même que l'histoire est passée et que ça les ennuie un petit peu d'être convoqués. Ce dont on s'est aperçu quand on a monté l'étude, et pour revenir, comment peut-on suivre les patients, il y a une grande hétérogénéité d'organisation des services. Voilà, certains services sont un service dit de post-réanimation, comme on le disait avant, très important, des possibilités d'accueil beaucoup plus important, d'autres non. Certains sont richement dotés en personnel, assistante sociale ou psychologue, d'autres c'est beaucoup moins ça, c'est partagé par différents services. Voilà, donc il y a vraiment une hétérogénéité aussi des populations, ce ne sont pas les mêmes. Beaucoup de patients, par exemple, sont SDF dans certaines réanimations. Ce n'est pas le cas, je peux vous le dire, dans l'ouest parisien, où on n'a pas cette catégorie de patients. Et puis, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, de moyens humains. Alors, en conclusion, prévenir et traiter les complications à long terme, on est tous d'accord que c'est un enjeu majeur de la réanimation. Il nous faut, bien sûr, je pense, mieux comprendre les mécanismes de récupération tant à l'échelle musculaire ou neuromusculaire qu'à l'échelle cérébrale. Et puis, bien sûr, il faudrait quand même qu'il y ait un certain accord sur les échelles qu'il nous faut utiliser, et notamment dans le domaine cognitif. Tout ça va aussi redéfinir le rôle du réanimateur. Est-ce que c'est au réanimateur ou est-ce que c'est une nouvelle spécialité qui va émerger? Est-ce que ce seront les médecins rééducateurs? Est-ce que ce seront des médecins généralistes intéressés par ce type de patients qui vont prendre en charge ces patients post-réanimation? Je pense que c'est le rôle du réanimateur, parce qu'une des premières questions posées aux patients, c'est de comprendre ce qui s'est passé en réanimation, et que je crois que ça, c'est quand même au réanimateur de répondre. Et puis la réorganisation hospitalière, je crois que le SRPR est bien sûr quelque chose de très bienvenu. Voilà, donc j'en suis. La pluridisciplinarité, je pense qu'on rentre dans un nouvel champ pluridisciplinaire et qu'on sera en interaction avec l'ensemble des médecins qui suivent le patient, et je crois que ça c'est important. Bien sûr, l'envers de la médaille, c'est un surcoût, c'est une médicalisation, et on a peut-être tendance à toujours tout vouloir médicaliser, à dire que même le patient, quand il sort de réanimation, mais il est encore à nous, on veut encore l'étudier. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi savoir tourner la page, je pense, pour le patient. Donc c'est quand même des éléments aussi importants. Et pour revenir sur le SRPR, la discussion que j'avais eue avec un des responsables, Livic à la RS, ils ont dit, c'est bien le SRPR, mais ce qu'il faudrait en fin de compte, c'est que même que les rééducateurs viennent en réanimation dès le début, dès le J2, dès le J3, et qu'en fin de compte, on soit... qu'il y ait ce suivi dès le début initié. Voilà, j'ai fini avec ma présentation qui est un peu redondante avec les précédentes. Je n'ai pas de solution magique, mais simplement qu'il faut commencer à travailler sur le sujet de façon collégiale, pluridisciplinaire, et d'essayer de baser une nouvelle expérience. Et peut-être que les SRPR peuvent nous aider. Merci beaucoup.